Perrine Hervé-Gruyer, Oui. vous êtes paysanne sur une ferme qu'on connaît bien, enfin, qui est une pionnière de la permaculture en France et qui est très souvent donnée en exemple. À tort ou à raison, je ne sais pas. Je dirais à raison. En tout cas, de toute façon, vous avez une expérience que vous racontez très bien par ailleurs et qui est utile à beaucoup de gens et vous formez beaucoup de gens. Et au travers de toutes ces années d'apprentissage, vous avez fait connaissance de façon extrêmement approfondie avec le milieu paysan et vous aviez envie de nous parler de ça pour commencer. Alors en fait, on m'a demandé de parler de ça, mais moi je suis ravie. On vous a demandé, d'accord. Non, mais ça nous intéresse, je crois. En fait, c'était intéressant que vous me demandiez ça parce qu'ils m'ont posé la question, ils m'ont dit est-ce que tu veux bien intervenir et faire un état des lieux sur les paysans en France? Ma première réaction, c'était ah bon, il y a encore des paysans en France? Moi, sur toutes les statistiques que je vois, à chaque fois que j'entends parler de choses, on me parle d'agriculteurs, d'exploitants agricoles. Alors oui, on me dit il y en a 450 000 aujourd'hui. On est 450 000, puisque je suis censée être agricultrice. À peine 1% de la population active. 1%. Comment est-ce qu'on peut nourrir une nation avec 1% de la population qui s'occupe de réellement produire de la nourriture? Et en plus, dans ces 1%, on est combien à faire quelque chose de vivrier? La plupart sont occupés à faire de l'agriculture de rente, à vendre sur les marchés. Alors, ce n'est pas de leur fait, hein, on en a parlé tout à l'heure. Vandana l'a très bien dit. L'industrialisation, le pétrole qui s'est invité dans la danse. Aujourd'hui, la sacro-sainte économie, les chiffres, les cours du blé, etc., qui font que les agriculteurs sont devenus des producteurs, c'est sûr. Ils vivent de la terre, ils font pousser quelque chose dans cette terre, mais qu'est-ce que ça devient, cette chose? C'est une marchandise qui s'exporte. Alors après, on est très fiers de dire la ferme France. On entend souvent parler de la ferme France, parce que oui, l'agriculture française est puissante. On exporte en Europe, on exporte à travers le monde. Est-ce que vous savez d'ailleurs ce qu'on exporte? C'est quoi la puissance agricole française? Est-ce que certains d'entre vous savent? Le blé. Le lait, pas tant que ça. Le vin, mais ça ne fait pas partie des tops. On exporte de la betterave sucrière, on exporte de la viande bovine, donc le blé, vous l'avez dit, la céréale, et on est parmi les champions en exportation, et je pense que c'est une exclusivité, de surimi. Donc c'est quand même assez génial. Donc ça, c'est les tops, hein. Il y en a d'autres, et le lait en fait partie, effectivement. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie entre ce métier d'agriculteur et le véritable vocable de paysan, en tout cas tel qu'il était perçu autrefois, et tel que, je l'espère, les nouvelles générations sont en train de le vivre, de le ressusciter. Pour moi, un paysan, une paysanne, et j'espère me définir comme cela, c'est vraiment celui qui vit sur son terroir, sur son pays, qui façonne les paysages. Ça, c'est un peu Pierre Rabhi qui le dit, mais ça me plaît beaucoup, cette idée-là. Et qui va produire de la nourriture, mais qui va aussi vivre en autosuffisance, qui est capable de connaître son territoire, de s'en nourrir. Demain, s'il y a un collapse, et on sait tout ce que c'est pas si, il y aura un collapse. Moi, paysanne, je peux nourrir ma communauté, je peux me nourrir moi, je sais faire. Je ne suis pas en train de me dire, oh là là, j'ai pulvérisé tel truc sur tel produit, il vaudrait peut-être pas mieux que mes enfants le mangent, vous voyez ce que je veux dire. Donc nous, les paysans, finalement, je ne suis pas sûre qu'on soit si nombreux, parce que beaucoup se sont laissés piéger par le système. Ils n'ont pas voulu ce retour-là à des trucs industriels, etc. Ils ont été piégés par la PAC, par la mécanisation, par les produits, etc. Et puis après, c'est un engrenage particulièrement difficile à vivre. Parce que, je vous parlais de ce petit pourcent que nous sommes, il faut savoir quand même que ce petit pourcent, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus en danger en France. C'est nous qui mourrons, je dis nous parce que je me sens agricultrice aussi, nous qui mourrons le plus à cause du travail. La première cause de mortalité chez les agriculteurs, c'est le cancer. La deuxième, pleurez avec moi, c'est le suicide. Comme en Inde d'ailleurs, pardon. Oui, comme en Inde. Un suicide tous les 2 jours chez nous aussi. Et pas pour les mêmes raisons, c'est le désespoir, c'est le j'en ai ras-le-bol, c'est je suis endettée jusqu'au cou, je me suis fait laminer par le système, on m'a dit qu'il fallait faire tel emprunt pour acheter telle machine, et mon métier, ma passion de la terre, des animaux, c'est où? Donc dans la catégorie 45-65 ans, c'est un suicide tous les 2 jours. C'est dramatique, on parle de la France, quoi. En 2018, j'allais dire 2020, mais 2019, pardon. On y est. Mais voilà, c'est compliqué aujourd'hui de pratiquer un métier qui n'a pas de reconnaissance,
paysan, on ne sait plus ce que c'est. L'agriculteur, c'est celui qui joue en bourse quand les cours du blé sont bien, ben, c'est super, il part peut-être en vacances encore que, et quand ils ne sont pas bons, ben, voilà, il a que ses yeux pour pleurer. Donc c'est un métier très compliqué parce qu'on ne valorise plus la paysannerie telle qu'elle était, on ne valorise plus ceux qui étaient censés nourrir la société. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous, depuis que nous sommes installés donc au Bec et Loing, on s'est installés en 2006, hein, quand je dis nous, c'est Charles, mon mari et moi-même. On était complètement néophytes, comme Vandana, on n'a rien étudié de ce qu'il fallait. Moi, j'ai fait du droit, mon mari, il a pris la mer, et on n'a pas étudié l'agriculture, on n'a pas étudié la chimie. Moi, j'ai bien fait un peu de droit rural, mais vous savez, c'était les cours du samedi matin, donc je séchais, j'ai rien compris tout ça. Ça m'aurait bien aidé après avec la SAFER, mais bon, à l'époque, j'ai pas appris. Et on s'est embarqué dans cette aventure simplement par passion et par constat. Le constat du peak oil, nous, en 2006, on l'avait déjà fait. On savait qu'on allait manquer de pétrole. On savait qu'il allait falloir nourrir le monde alors que le prix du pétrole serait quasi inabordable et que donc les produits phytosanitaires seraient inabordables et que donc faire le plein du tracteur, ce serait difficile aussi à un moment donné. Donc ce constat en tête, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Comment est-ce qu'on peut produire une nourriture saine et de qualité? Et moi, c'était ma motivation première. Hein. Mes filles sont là dans la salle, donc vous allez pouvoir vérifier si elles ont été correctement nourries. C'était ma motivation première, vraiment de nourrir nos enfants avec des choses saines et de faire un métier dont je pouvais être fière. Et aujourd'hui, ce manque de reconnaissance terrible qu'ont les paysans, les agriculteurs, c'est ça. Ils ne peuvent plus être fiers de leur métier, ils ne peuvent plus être fiers de leur production. Alors quand je dis « ils », on est quand même nombreux à bien travailler. Hein. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et il y a des entités en France, dans le paysage agricole français, qui continuent à défendre la paysannerie. Mais globalement, on s'est laissé piéger. Donc quand on a fait cette ferme, il y avait ce constat. Le peak oil et une alimentation de qualité, abordable par tous et pour tous, pour se nourrir sainement. Et il a fallu chercher, puisqu'on n'avait pas étudié, on a cherché des techniques un petit peu partout dans le monde, des techniques manuelles, parce qu'il était évident que le pétrole, nous, on voulait s'en passer tout de suite. En plus, Charles fait toujours cette terrible blague, il dit que quand le tracteur nous va arriver, tout de suite, il tombe en panne. Il ne cherche même pas à comprendre, ce qui est un peu vrai. J'avoue que d'un printemps à un autre, vous savez, moi, le tracteur, je l'utilise pour mon pulvérisateur, parce que je mets des purins d'ortie et autres réjouissances dans mon pulvé. Et d'un printemps à un autre, c'est tout juste si je me souviens encore comment il marche. Mais bon, je dois avouer ça. Donc bref, on n'était pas branchés mécaniques, donc ça tombait très bien. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire manuellement? Quels savoirs ancestraux on peut aller retrouver pour aujourd'hui pratiquer notre métier avec cet amour qu'on a de la terre, de la nature, de l'environnement? Comment est-ce qu'on peut faire d'une pierre plusieurs coups? Et c'est là qu'on a rencontré cette fameuse permaculture en 2008. Et là, on est parti en se guidant des principes de la permaculture. Et le principe premier qu'on a respecté, et c'est ce que font la plupart des paysans dans le monde, c'est faire petit. Faire petit, faire bien, faire de façon respectueuse, recréer un écosystème, faire venir les pollinisateurs, etc., etc. Et ça a été notre modus operandi. Et de fil en aiguille, ça a commencé à devenir assez intéressant, la productivité d'un si petit lieu, tout fait à la main. Donc certains chercheurs se sont intéressés, ils ont commencé à nous dire si on mesurait un petit peu les aspects économiques, on y revenait, hein, c'était pas ce qu'on aimait, mais on sait qu'il faut toujours rentrer par la porte économique. Donc ils ont dit sur 1000 mètres carrés, on va mesurer tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez, toute la quantité de travail que vous investissez, puis voir si c'est vraiment rentable votre histoire. Parce que nous, sur toute petite surface, la PAC et tout ça, on n'entend pas parler. Hein. On n'est pas existant pour la PAC. On passe au travers de tous les radars. Hein. Aujourd'hui, pas de subsides ni rien. Donc on s'est dit, pourquoi pas, étudions ça et voyons si ça fonctionne. Le résultat a un petit peu dépassé nos attentes et finalement, il nous a ramené à ce que faisaient les maraîchers parisiens au 19e siècle, c'est-à-dire sur des tout petits lopins de terre. Ils arrivaient à produire énormément, très tôt en saison, des produits de qualité pour nourrir Paris. Alors à l'époque, certes, c'était facile, la population n'était pas la même, les conditions sociales n'étaient pas les mêmes, on est bien d'accord. Mais quand même, on savait déjà ancestralement que sur toute petite surface, en faisant cela avec beaucoup de soins, techniquement et à la main, on pouvait nourrir la population. Ça, c'était une évidence. Oui, merci Perrine. Et c'est un exemple qui a inspiré beaucoup de monde et qui continue à le faire.